Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu. Ce soir, nous parlons accidents de la route, accidents de la circulation. Chaque année, nous enregistrons une moyenne nettement supérieure à 4000 morts. Les accidents les plus spectaculaires se déroulent en dehors des zones urbaines où les routes sont difficiles à contrôler. Alors, en absence d'une politique cohérente entre les différents secteurs concernés, l'hécatombe continue. Quel est le constat aujourd'hui? Quelles sont les véritables causes? Que faut-il faire pour stopper ce phénomène, du moins le réduire? C'est notre débat ce soir que nous entamerons juste après le reportage de Bouchra Bouali. Après une année 2015 plus ou moins positive, marquée par une baisse de 5% des accidents de la route, l'année 2016 s'annonce sous de mauvais auspices. Malheureusement, au cours du mois de janvier de cette année, nous avons enregistré une hausse de plus de 3% du nombre d'accidents par rapport au mois de janvier de l'année 2015. Ce nombre d'accidents a été à l'origine de plus de 2% pour le nombre de blessés et moins de 14% pour le nombre de décédés. Le premier facteur qui est mis en évidence, le premier indicateur, c'est le facteur humain, qui est à l'origine de nombre d'accidents, soit de 95%. S'ensuit l'état des véhicules et l'environnement. Le même constat alarmant est fait par les services de la protection civile, premiers à intervenir, non sans coup férir. Parmi les difficultés qu'on rencontre, c'est le citoyen qui barre toujours le couloir de l'urgence et les gens curieux qui sont présents lors d'un accident et qui ne savent pas quoi faire. On leur conseille de ne pas toucher les victimes, de laisser les victimes, de protéger les lieux et appeler la protection civile. En dépit des efforts déployés tous azimuts, la route continue de faire des morts, mais surtout de détruire des vies. Atika Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, elle-même victime d'un accident de voiture, en sait quelque chose. Je vous avais dit que nous avions, une base de données de 450 personnes blessées médulaires, devenues paraplégiques suite à des accidents de la circulation. Et quand le corps est paralysé, que vous acceptez la situation, que vous essayez de vous reconstruire avec le handicap et que vous ne trouvez pas les sondes qui vous permettent, parce que il faut en parler maintenant, il ne faut plus se taire par pudeur. Quand vous ne trouvez pas la sonde que vous devez utiliser 5 fois par jour pour vider la vessie, parce que la vessie est paralysée. Et ces sondes-là, qui sont jetables, elles sont disponibles en Algérie, mais elles ne sont pas remboursées au niveau de la sécurité sociale. Et ça coûte très cher. Des vies basculent après de tels drames auxquels on tente de mettre un terme. À travers le triptyque prévention, dissuasion, répression, au service de la Sûreté nationale, on mise gros sur le permis à points. Les pouvoirs publics sont actuellement en phase d'élaboration du permis biométrique, lequel permis biométrique va contenir l'ensemble des données et faire office aussi d'un permis à poids. Donc cette problématique est prise en charge par les pouvoirs publics. Inch'Allah, il sera concrétisé incessamment. Autre mesure, les tachygraphes. Le Centre national de prévention et de sécurité routière, engagé notamment dans les campagnes de sensibilisation, propose d'équiper les véhicules de transport de plus de 9 passagers et de marchandises de plus de 3,5 tonnes de tachygraphe. Le rôle, c'est déterminer la vitesse utilisée par le conducteur ainsi que les temps de repos et de conduite. Comment c'est que, surtout cette catégorie de conducteurs, les conducteurs professionnels, ils ont emprunté, ils ont utilisé des itinéraires plus longs et tout. Donc, la cause primordiale des accidents, c'est la fatigue, la somnolence au volant. Cette catégorie de véhicules, c'est vrai qu'on ne met pas plus d'accidents, malheureusement, plus de victimes. Beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens pensent que les accidents n'arrivent qu'aux autres. Mais ça arrive à tout le monde. Un sujet signé Bouchra Bouali pour débattre des accidents de la route.
suite, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau de questions d'actu Madame Benedir Yazid Delila. Vous êtes directrice générale du Centre national des permis de conduire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, le colonel Abdelhamid Kerroud. Vous êtes chef de service communication de la gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, M. Ahmed Denaït Houssine, commissaire divisionnaire chargé de la prévention routière au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. Et à vos côtés, Mme Malia Bahidj, femme de radio et membre de l'association Tariq As-Salama. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, à chaque accident, on se rend compte à quel point il est important de parler de ce sujet. Chaque année, nous enregistrons un nombre très important de victimes et nous avons l'impression, que chaque année, ça s'aggrave. Bon, pour le constat dressé par les services de la gendarmerie nationale à travers le pays durant l'année 2015, pour rappel, la gendarmerie nationale exerce le contrôle et la surveillance de 85% du réseau routier national, c'est-à-dire 115 000 km du réseau routier national et sur l'étendue de l'autoroute Est-Ouest. Donc, vu l'importance du réseau routier national, donc la gendarmerie nationale exerce sa compétence sur les voies de communication et aux abords immédiats des voies de communication. Notre constat pour l'année 2015 donc, est chiffré comme suit. Donc, le nombre des accidents de la route a atteint 20 361 accidents. Le nombre de morts, c'est 3 800 morts, malheureusement. Le nombre de blessés a dépassé 36 600 blessés. En comparaison avec l'année 2014, également de même pour l'année 2013, sur les 2 ans 2013 et 2014, il y avait une stabilité en matière de nombre d'accidents, de morts et de blessés. Le constat positif cette année, pour l'année 2015, on a moins 16% d'accidents et moins de 4% le nombre de morts et moins de 17% le nombre de blessés. Également de même pour le constat des unités de la gendarmerie nationale en matière de prévention routière. Pour le mois de janvier 2016, nous avons constaté à travers le pays 1222 accidents, malheureusement ce qui a engendré le décès de 275 personnes et des blessures à 2086 personnes. Pour les 20 jours seulement du mois de février 2016, du 1er au 20, nos services ont constaté 640 accidents, ce qui a engendré malheureusement le décès de 175 personnes un chiffre très important à plus de 1000 personnes. Donc, malgré une baisse significative ou remarquable durant l'année 2015 et durant le mois de janvier et le mois de février, donc il y a une présence sur le terrain, il y a des efforts consentis, mais malgré ce chiffre qui est en baisse, mais c'est inquiétant encore, ces vies humaines sur les routes, le nombre de morts, le nombre de blessés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour alerter l'opinion publique et alerter la conscience des gens. Déjà. Alors, toujours à propos du bilan concernant les accidents de la route, est-ce que vous confirmez la baisse Oui, à l'instar du commandement de la gendarmerie nationale, la direction de la générale de la Sûreté nationale a enregistré une baisse de l'ensemble des indicateurs de l'insécurité routière en milieu urbain. Au cours de l'année 2015, nous avons déploré 16 245 accidents qui se sont soldés par 19 337 personnes blessées et 809 tuées. Comparativement
à l'année 2014, il y a eu une baisse de près de 7% pour le nombre d'accidents et 7% également pour celui des blessés et 3% pour celui des décédés. Bon, ce bilan doit être positivement apprécié, même si la baisse elle est relative, doit être c'est-à-dire positivement apprécié par rapport à la cadence effrénée de croissance du parc automobile qui, dans d'autres pays, conduit à une explosion de la sinistralité. On est arrivé à maintenir ce phénomène dans des proportions inquiétantes, mais pas dans un sens évolutif. Pour ce qui est, il faut aussi préciser que des efforts sont déployés par les unités opérationnelles pour arriver à ce résultat. C'est l'activité, la mission de sécurité routière est surveillée comme le lait sur le feu. C'est-à-dire toutes les activités, etc., sont suivies par le commandement au quotidien. Il y a eu 40% d'activités en plus, c'est-à-dire par rapport à l'année écoulée en matière de répression. Il y a eu 80% c'est-à-dire d'activités en plus par rapport aux actions de sensibilisation et de prévention routière. Mais ces efforts demeurent, c'est-à-dire en deçà, parce que, bon, lorsqu'on voit un chiffre de 809 morts, si on prend le global, c'est-à-dire 4610 morts, ça doit nous interpeller et on doit aller vers d'autres actions pour essayer d'endiguer ce phénomène. Alors, ça c'est pour endiguer ce phénomène. Nous en reparlerons tout au long de cette émission à travers les différentes actions qu'il faut mener. Mais pour rester un peu dans le bilan, Malia Bahidj, on a comme l'impression que les choses s'aggravent. Est-ce que cela est dû peut-être au fait qu'il y a un nouveau phénomène, des accidents qui tuent plusieurs personnes en même temps? Oui, certainement. Je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne, dans le domaine des médias d'une manière générale, d'être un petit peu moins dans la façon que nous avons dégrainé des chiffres, tant de morts, tant d'accidents. Je pense qu'on doit être dans une seconde lecture, qui est celle de dire, oui, il y a une baisse. On entend par exemple les chiffres, en tout cas une courbe concordante autant de la gendarmerie nationale que de la DGSN, qui dit qu'il y a une baisse. C'est pas hasard, même petite, cette baisse doit être remarquable parce qu'il y a eu, à côté de ça, un renforcement de tout ce qui est action répressive sur le terrain, qu'on se le dise, il n'y a pas de secret. Pour ce qui est de la gendarmerie, c'est évident, et pour la DGSN aussi. Maintenant, vous me dites qu'il y a de plus en plus d'accidents. D'un point de vue numérique, oui, mais il faut dire aussi qu'on a une explosion, comme on vient de le dire, du parc automobile. C'est-à-dire que si on regarde en pourcentage, c'est pas sûr que l'on soit dans une augmentation. On parle de vie humaine. Et les vies humaines, c'est une vie de perdu, c'est une vie de trop. Alors, on est dans une moyenne de 4000 morts par an. C'est colossal. On a 35 000 blessés. Et c'est ce qu'on oublie à chaque fois. C'est une moyenne, je vous le dis, sur les 10 dernières années. On n'a pas vraiment décollé de ce 4 000 morts par an. Mais on a beaucoup plus de blessés. Parce que les voitures, maintenant, sont beaucoup plus soumises à des contrôles techniques. L'importation se fait avec des voitures un petit peu plus sûres, de meilleure qualité. Mais ça ne veut pas dire que, grâce à ces voitures, on meurt moins. Non. On est plus blessés. Voilà, on a plus de chances de s'en sortir vivant, mais blessés. Quand on dit qu'il y a 4 000 morts, c'est 4 000 familles endeuillées. Mais 35 000 blessés, c'est 35 000 familles qui ont souvent des blessés graves, lourds à supporter. Oui, et c'est un poids que doit supporter la société. Et il y a aussi un impact économique qu'on ne doit pas négliger. Mais je crois que le côté humain est ce qu'il y a de plus important. Et dans l'association Tariq Salama, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une véritable usure des messages? Je pense qu'il faut aujourd'hui se poser, se dire, il est temps de faire de la sécurité routière une priorité nationale. Et deux, je pense qu'il y a un échec de tout ce que nous avons fait jusque-là en matière de sensibilisation. On doit passer à autre chose maintenant. Alors, devant chaque phénomène, il faut comprendre, c'est le cas des accidents de la route, Madame Yazid Benidil. Alors, il faut clairement définir les causes de cette hécatombe. Ouais. Quelles sont les vraies causes? Parce qu'on a des chiffres de blessés, des chiffres de morts, mais peu de chiffres par rapport aux véritables causes derrière ces accidents. Merci. Je voudrais tout d'abord exprimer mes condoléances aux familles des victimes des accidents de la route et souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés.
En matière de causes des accidents de la route, je ne vais pas parler des causes des accidents en parlant de vitesse et tout ce qui s'ensuit, le classique des causes des accidents de la route, mais il faut aller beaucoup plus loin et piocher dans les causes indirectes, mais qui sont aussi directes. Tant que l'intervention homme-homme persiste, on ne va jamais fléchir la courbe ascensionnelle des accidents de la route. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous expliquer, il faut faire intervenir la machine. Dans les pays qui ont réussi à réduire les accidents de la route, ils ont mis des systèmes de lutte contre l'insécurité routière, allant du système d'examen pour l'obtention du permis de conduire, c'est par la mise en place du système multimédia de gestion automatisée des examens, c'est pour rompre le cordon ombilical entre inspecteurs, moniteurs et candidats, jusqu'au système, le système de permis à points, jusqu'au système de chronotachygraphe et tout ce qui s'ensuit. Là où il y a intervention de machine, il y a moins d'intervention de l'homme et il y a plus de chances de réduire la sinistralité sur nos routes. Voilà. Alors, pour les observateurs comme Al-Kaloud, il y a l'urgence aujourd'hui de passer du stade du constat au stade de l'action. Et certainement, les unités de la gendarmerie nationale chargées de la prévention routière font parler à chaque fois les chiffres, ils font des études analytiques concernant cette hécatombe sur nos routes afin de préparer des plans d'action adaptés pour faire face à ce phénomène des accidents de la route au niveau national, donc au niveau de chaque groupement territorial, au niveau de chaque unité de sécurité routière. Donc nos gendarmes planifient l'exécution de services en fonction des données sur le terrain. Donc c'est des moyens engagés et pour faire face à ce phénomène des accidents de la route. Donc on fait le constat analytique pour évaluer et préparer l'exécution de services de jour ou de nuit selon la spécificité de la zone, la spécificité du réseau routier, les horaires là où il y a beaucoup d'accidents, les jours de semaine et les saisons de l'année. Vous savez, là où il y a des wilayas de l'intérieur du pays, la nature des accidents, elle est différente des autres wilayas, là où il y a par exemple les tronçons d'autoroute est-ouest. Différente de quelle nature? On peut expliquer un peu cette différence? La différence, c'est que les gens qui circulent sur les voies express, on ne conduit pas de la même manière sur la route nationale ou les chemins de wilaya. Si vous prenez un voyageur qui vient de l'intérieur du pays, de la wilaya de Jelfa ou de la wilaya de Ouargla, il a l'habitude de conduire dans des conditions climatiques différentes du littoral, là où il y a le brouillard, là où il y a une chaussée glissante durant la matinée, là où il y a du vent de sable. Ce n'est pas comme le nord du pays, par exemple. Donc, chaque zone a sa spécificité. C'est pour cette raison on adapte au niveau de la gendarmerie nationale, même nos campagnes de sensibilisation à l'égard des conducteurs ou à l'égard des usagers de la route, selon la spécificité de la saison de l'année, selon la spécificité géographique et climatique de la région et selon la catégorie des chauffeurs. Est-ce que c'est des chauffeurs professionnels, chauffeurs de taxi, bus, poids lourds, ou c'est des simples conducteurs de leur propre véhicule. Donc, nos opérations, nos interventions sur le terrain sont planifiées d'une manière à cibler les usagers de la route. Mais aujourd'hui, il y a urgence parce que nos citoyens, les gens quand ils se déplacent avec leur voiture, notamment à l'intérieur du pays, on a comme l'impression que personne, ou presque, ne respecte le code de la route. C'est la responsabilité de qui?
C'est-à-dire pour revenir un petit peu aux actions qui sont menées par les différents partenaires, c'est-à-dire il y a des efforts qui sont déployés par la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, aussi également le ministère des Transports. Mais ces actions sont menées de manière disparate, c'est-à-dire elles ne s'intègrent pas dans le cadre d'une politique publique de sécurité routière. Elles sont menées, la gendarmerie dispose d'un système de recueil des données qui lui permet de mener son plan opérationnel. La Sûreté nationale également dispose d'un système de recueil des données et on mène aussi en solo nos actions de sensibilisation en fonction des réalités du terrain. Il y a des différents partenaires, les travaux publics, le ministère des Transports, etc., le CNPSR qui mènent des actions, etc., mais c'est des actions qui ne sont pas cohérentes. Il n'y a pas, c'est-à-dire une politique publique de sécurité, raison pour laquelle nous avons plaidé pour, c'est-à-dire on va s'inscrire dans les recommandations internationales, c'est-à-dire notamment le plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière qui prévoit, c'est-à-dire qui recommande aux États membres de créer une structure leader en matière de sécurité routière. Pour la structure leader, elle doit disposer de larges prérogatives, c'est-à-dire dans le domaine de la législation. Elle doit aussi avoir un pouvoir de surveillance et de contrôle, notamment sur les services chargés de l'application des lois. Elle doit aussi avoir, c'est-à-dire qu'elle constitue une référence en matière de communication, parce que c'est très important. Est-ce que vous voulez dire que le Centre national de prévention routière, dont nous disposons, n'a pas assez de prérogatives, ou il faut carrément revoir son statut? Le Centre national de prévention de sécurité routière, déjà à la création, c'est un établissement public à caractère administratif qui n'avait ni les ressources matérielles, ni les ressources humaines pour, c'est-à-dire aspirer à définir ou à mettre en œuvre la politique nationale en matière de sécurité routière. Les recommandations internationales, c'est-à-dire recommandent la mise en place d'un organisme directeur, c'est-à-dire c'est lui qui est doté de larges prérogatives en matière de législation, il constitue la référence. Parce que généralement, c'est-à-dire lorsqu'on parle de sécurité routière, il y a le ministère de la Santé qui est intéressé par ce domaine, il y a le ministère des Travaux publics, etc. Mais pour certains départements ministériels, c'est-à-dire les aspects liés à la sécurité routière ne constituent pas une priorité pour eux, c'est-à-dire pour le département lui-même. Mais lorsqu'il y aura c'est une structure leader en matière de sécurité routière, notamment dans le domaine législatif, c'est à elle de proposer les textes avec les départements ministériels, etc., et de promulguer et d'apporter une réponse législative à l'ensemble des problèmes constatés. Donc le constat, il est très clair, absence d'une politique publique de sécurité routière. La sécurité routière. En tout cas, une politique commune. Vous avez tout à fait raison. On a fait un travail sectoriel. Jusque-là, chacun fait sa conférence de presse de son côté, et puis vous faites un travail de coordination. Je dois quand même mettre en avant une expérience qui a été particulièrement, qui a été remarquable, et dont on parle très peu, et je trouve qu'on doit absolument la renouveler, et elle sera renouvelée cette année. C'est l'année 2010 qui a été décrétée l'année de prévention routière par la radio algérienne, et qui pendant 365 jours a fait en sorte de mettre tous les secteurs que vous avez cités ensemble. Il faut dire que tous les secteurs ont répondu favorablement à cette invitation, que le travail a été agréable pendant 365 jours sur les 48 wilayas. Ça a été un travail acharné. Mais le résultat a été au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Il y a eu 25% de baisse de la des accidents d'une manière générale et même de la mortalité par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'il y a eu 1000 vies qui ont été épargnées. 1000 vies épargnées, mais mon Dieu, c'est 1000 familles qui ont été épargnées. Donc cette expérience, moi je trouve qu'elle a péché par manque de publicité. Je crois qu'il faut vraiment mettre ça en avant. C'est une expérience qui a duré 1 an. Le ministre de la Communication, d'ailleurs, la semaine dernière, M. Hamid Green, a relancé cette opération pour l'année 2016 en cours. Et c'est très bien. Comme vous dites, le nombre de morts augmente, en tout cas ne baisse pas. La responsabilité de qui ? Mais Nazim Aziri, la responsabilité, c'est la responsabilité de tous, de vous, de moi, de lui. Il faut arrêter de penser, comme disait tout à l'heure Madame Amri, que c'est la faute à l'autre.
c'est un chauffard. Un chauffard est une notion abstraite, mais c'est vous le chauffard, c'est moi le chauffard. Regardez-vous, regardez-nous, quand on est au volant, on rentre dans une jungle, on est complètement dans une espèce de schizophrénie et on devient des agressifs. On répond à un environnement agressif d'une manière agressive. Donc, quand on sort de chez soi le matin, a priori, quand on prend son volant pour aller au travail, on ne va pas pour tuer des gens, a priori. Je vous pose la question autrement, qui doit agir et qui a les leviers pour changer le comportement des automobilistes? Eh bien, tous. Moi, je crois que déjà, ce qu'avait dit le colonel Curry tout à l'heure est très intéressant. On regarde de plus en plus des chiffres poussés, et là aussi, je trouve que vous péchez par modestie, parce que vous ne communiquez pas assez tout le travail de fourmi que vous faites à votre niveau, qui est celui de profiler actuellement les tueurs en série de la route. Ça existe. Quand on prend les responsables d'accidents graves, souvent on se rend compte que, la grande majorité sont des professionnels de la route. Je mets de grosses guillemets à professionnels parce que c'est leur travail que d'être sur la route, mais ils n'ont rien de professionnel. Deux, on se rend compte qu'il y a des multirécidivistes. Donc, il est nécessaire maintenant pour agir, parce qu'il est temps, vous l'avez dit, l'urgence est dans l'action. D'un point de vue purement collecte de données, il faut maintenant faire un fichier national des permis de conduire, un fichier national des cartes grises, un fichier national des assurances. Et il faut pouvoir recouper absolument tout cela lorsqu'il y a un contrevenant, mais pour voir si c'est un récidiviste, deux, se rendre compte s'il conduit avec ou sans permis ou sans assurance. Et tout cela fera que toutes les données que nous récoltons vont vers une seule et même action, qui est celle de la prévention. Pour ce qui est du fichier des immatriculations, il est déjà opérationnel, et pour ce qui est du fichier des permis de conduire, il va incessamment être mis en place dans le cadre de l'adoption du permis biométrique. Ça sera, c'est-à-dire simultanément avec le permis biométrique, il va y avoir simultanément le fichier des permis de conduire et celui des infractions. Si vous voulez rajouter les assurances, ça sera parfait. Sur le plan juridique, Madame Yazid Benidir, faut-il une révision du dispositif régissant la circulation routière aujourd'hui? En matière de... Est-ce que nous manquons de loi? Oui. Quand on parle de loi, il faut savoir que l'Algérie dispose d'un arsenal juridique qui est très important. Le problème de sécurité routière, ce n'est pas un problème de législation, puisque nous avons, je ne vais pas dire que la législation nationale, elle est complète, elle présente quelques défauts, quelques manquements, et il faut savoir que la réglementation, elle est en perpétuelle évolution, avec toutes les évolutions que nous connaissons, que ce soit technologique ou dans tous les aspects. Donc on est toujours appelé à réviser la loi. Mais cela n'empêche que les problèmes encourus n'ont rien à voir avec la réglementation. Les problèmes encourus, c'est un problème de convergence des actions entreprises par tout un chacun. C'est le problème majeur. Et le second problème, c'est si je parle du Centre national de prévention et de sécurité routière, qui est sous la tutelle du ministère des Transports, nous, ministère des Transports, nous avons toujours demandé à ce que le Centre national de prévention et de sécurité routière soit placé à un niveau supérieur par rapport à tous les ministères qui sont placés horizontalement. Le ministère des le CNPSR, quelles que soient les décisions entreprises... Une action transversale. C'est des actions il faut des actions transversales. Il faut un pouvoir de décision supérieur qui soit je parle de pouvoir de décision par rapport aux autres ministères. Je peux vous donner un petit exemple. Lorsque le CNPSR détecte des points noirs et qu'il saisisse le ministère des Travaux publics, ce n'est pas évident que le ministère des Travaux publics prenne en charge ces points noirs, parce que en quelque sorte, il dit que c'est une ingérence des transports aux missions du ministère de l'Intérieur. C'est pour cela que la mise en place du CNPSR à un niveau supérieur s'avère être indispensable pour pouvoir mettre en place les moyens humains et matériels. Donc c'est la structure dont parlait monsieur... Oui, c'est le Centre national de prévention. C'est lui qui actuellement
actuellement, c'est le Centre national de prévention et de sécurité routière qui est chargé de mettre en place la politique de sécurité routière. Est-ce qu'il dispose par exemple? Mais il n'a ni les moyens, et il n'a pas les moyens, et il n'a pas les moyens humains et matériels, et même la prise de décision, elle est il a en quelque sorte les mains liées. Il a en quelque sorte les mains liées dans les prises de décision. Amoindri. Alors, Konal Kaloud, faut-il aller vers plus de répression lorsqu'il s'agit, comme on constate, de récidivistes et de gens, de chauffards, de tueurs de la route? Pour ce volet-là, les services de la gendarmerie nationale mettent en priorité beaucoup plus le volet sensibilisation, prévention, dissuasion et après la répression en appliquant parce qu'on parle dans toute sa rigueur. Alors concernant l'aspect organisationnel, la gendarmerie nationale a déjà adapté son service avant même la création et la mise en place d'un fichier national de permis de conduire et même le fichier national de carte grise qu'on attend toujours pour son exécution finale durant l'exercice de cette année en cours. Pour rappel, la gendarmerie nationale a créé durant l'année 2015 son propre fichier des contrevenants de la route. Alors, comment il est composé ce fichier de la gendarmerie nationale? Là où l'usager de la route est flashé, il est verbalisé, donc ce chauffeur, il est automatiquement verbalisé et fiché sur ce fichier national, ce qui a permis aux éléments de la gendarmerie nationale de repérer les récidivistes en matière d'infractions liées au code de la route, ce qui a permis à la gendarmerie nationale de détecter les fausses déclarations s'il s'agit d'un retrait de permis effectué par nos éléments à Alger, par exemple. Avant, le citoyen pouvait déposer une demande pour avoir duplicata d'un permis de conduire. Il peut avoir une déclaration de perte, mais maintenant c'est fini. Grâce à ce fichier, on a limité le faux et usage de faux de permis de conduire et on a pu détecter et ficher les récidivistes en matière d'infractions, surtout notamment dangereuses, génératrices d'accidents. En plus de ça, le commandement de la gendarmerie nationale a mis en service d'autres moyens complémentaires pour la prévention routière, tels que les moyens banalisés qui sont généralisés sur l'ensemble de 48 wilayas, les radars de deuxième génération montés à bord des véhicules civils de la gendarmerie nationale pour plus de contrôle, pour plus de répression. Donc la gendarmerie nationale opte plus pour le volet sensibilisation, en même temps pour plus d'application de la loi dans toute sa rigueur. Alors vous avez parlé de la loi, justement, l'une des carences qu'on a souvent citées par rapport à la loi qui régit un peu la circulation routière, c'est le fait de ne pas faire la différence entre le simple contrevenant et le multirécidiviste. C'est un retrait de permis systématique pour les deux. Justement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de répression. Il faut que la répression soit orientée et soit dirigée vers les multirécidivistes. D'accord. C'est la raison pour laquelle la Sûreté nationale a toujours plaidé pour la mise en œuvre du permis à points. Le permis à points, pourquoi c'est-à-dire on plaide pour sa mise en place? Parce que c'est un instrument qui allie à la fois une dimension éducative et une dimension répressive. C'est-à-dire la répression, elle va s'abattre sur les gens qui ont commis énormément d'infractions, c'est-à-dire, quand on dit énormément, c'est 4 à 5 infractions génératrices d'accidents. Il y a le solde qui est nul et le permis est invalidé. Mais dans la configuration actuelle, c'est que le système de sanction qui est basé sur le retrait immédiat du permis de conduire, il est injuste. Parce qu'on peut commettre une infraction par inadvertance. D'accord. Mais
on a le même tarif qui est appliqué pour celui qui commet la première fois une infraction et celui qui est habitué à commettre des infractions. C'est pour ça qu'on doit aller vers un système à points qui va nous faire, c'est-à-dire nous indiquer les gens qui ont un comportement mais qui tarde à venir, le permis à point, madame. Le permis à point, justement, c'est-à-dire une commission qui a été instituée au niveau du ministère de l'Intérieur pour l'institution du permis biométrique. Le permis à point, il a tardé à venir parce qu'il y a actuellement, on ne dispose pas d'un fichier national des permis de conduire et on ne dispose pas d'un fichier national des infractions à la circulation routière. Ce permis biométrique... La gendarmerie nationale a son propre fichier. Bon, écoutez, la gendarmerie dispose d'un fichier qui est valable uniquement pour les zones où évolue la gendarmerie. C'est-à-dire, c'est pas un système national. C'est-à-dire, on n'a pas, c'est-à-dire une relation. Même nous disposons de ce fichier. Mais, c'est-à-dire, il n'y a pas un échange entre la gendarmerie et la sûreté nationale. C'est pas un système national d'identification des contrevenants. On parlait, c'est-à-dire des actions menées à un niveau sectoriel. D'accord ? Que ce soit pour les statistiques, que ce soit pour l'identification des contrevenants, il y a des initiatives qui sont développées, des outils qui sont mis en place. Le fichier qui a été mis en place par la gendarmerie, c'est à l'initiative de la gendarmerie. D'accord ? C'est-à-dire c'est un système qui a été développé en interne par la gendarmerie nationale. C'est le même cas pour nous, c'est-à-dire le système de recueil des statistiques ou le système d'identification des contrevenants, c'est un système qui a été développé en interne chez nous au niveau de la sûreté nationale. Ce qu'on aimerait, c'est de disposer de cette instance, de cet organisme national qui va prendre en charge la collecte des statistiques des accidents de la circulation. Ça sera quel département ? Le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur. La prise en charge. La prise en charge de quoi ? Je parle du fichier national. Du fichier national. Non, je parle de l'organisme qui sera chargé de la collecte des statistiques et de disposer aussi de l'ensemble des fichiers. Pardon ? Comme on parle du permis à point. Oui, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, quand on licencie les personnes, il faut disposer d'un fichier national de les détenteurs de permis. Évidemment. Je suis désolée d'aller à contre-courant, mais je commence à être un petit peu fatiguée d'entendre parler de ce permis à point, alors qu'il n'en finit pas d'être un chantier, parce que c'est normal. Il faut qu'on arrive à la perfection, c'est un chantier de longue haleine, mais il y a des pays où il n'y a pas de permis à point et où la sécurité routière a une courbe descendante. Donc il faudrait peut-être arrêter de parler d'un chantier qui est en cours. Pendant qu'il est en train de se préparer, il faut agir maintenant. Et lorsqu'on sait que maintenant, il y a des radars de deuxième génération et qu'on est maintenant en train de dire que la vitesse, c'est ce qui tue. Il y a la force de l'image. Vous avez un flagrant délit. Pourquoi vous attendez qu'il devienne multirécidiviste ? Vous avez l'image le montrant le conducteur en train de faire une infraction grave, et donc être suffisamment... pourquoi on est là en train de marcher sur des œufs en disant non, il faut faire dans la prévention, on va faire d'abord dans la sensibilisation, ça suffit la sensibilisation. Le centre dont vous parliez tout à l'heure, le CNPSR, le seul souvenir que j'en garde, c'est tous les ans, allez, à l'occasion de la semaine arabe de la prévention routière, et vas-y, on a fait des affiches, mais depuis quand on communique avec des affiches? C'est fini, c'est obsolète, c'est terminé. On doit maintenant non seulement descendre sur le terrain, mais savoir qu'on communique différemment. Donc, aller vers des actions plus répressives. Oui, pour des actions plus répressives, oui, mais il ne faut pas abandonner non plus la sensibilisation. Quand on parle de sensibilisation, prenons les terrains vierges que sont les écoles. Depuis 1987, il y a une loi qui parle de l'introduction de l'éducation routière dans aucun décret d'exécution jusqu'à présent. Là, la gendarmerie nationale a lancé des opérations pilotes où des enfants vont avoir des outils pédagogiques pour apprendre le code de la route. C'est très bien parce que c'est des futurs conducteurs et ça, c'est une génération qu'il faut sauver. Mais ceux qui sont actuellement sur le terrain et qui tuent, je veux dire qu'il faut arrêter de se dire on va mettre un gendarme derrière un arbre et on va faire une contravention. Non, d'abord, il faut des contrôles visibles. Un gendarme visible, c'est déjà, c'est déjà une répression suffisante. Vous levez le pied. Il faut aussi investir maintenant dans des choses modernes. On a vu des hélicoptères autant à la DGSN qu'à la gendarmerie. Ça coûte très cher un hélicoptère. Mais combien coûte un drone? Quasiment rien. Alors qu'avec un drone, on a une visibilité sur un long tronçon d'autoroute et on peut faire un travail pas possible. On parle de radars. Il y a les radars fixes. Les caméras de surveillance
aussi. Les caméras de surveillance, c'est un peu différent. Mais Quand vous fixe. flashez, que vous passez, que vous voyez un éclair, vous dites « Ah, je me suis fait flasher ». Il y a les radars, les vrais, il y a les radars qui sont des leurs, et il y a des radars que l'on déplace, c'est-à-dire on déplace cette borne-là. C'est-à-dire qu'on ne met plus le conducteur en situation de confort, en situation où, au bout d'une semaine où il passe sur le même tronçon routier, il sait qu'il y a un radar à ce niveau-là qui va le lever le pied. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter notre parc de radars, il n'y a pas de secret à faire. Il faut augmenter la présence des gendarmes. On parle de points noirs depuis des années. Les points noirs sur une carte, d'accord, on les a vus. Bon, et est-ce qu'on voit un renforcement de la sécurité ou de la répression à ce niveau-là? Non. Moi, j'aime bien quand on dit c'est la faute humaine dans la grande partie, le plus grand pourcentage, c'est la raison humaine qui est invoquée. Il faudrait peut-être aussi maintenant apprendre à mettre les mots juste sur les infractions justes. Je suis désolée, ce qui tue le plus, c'est la vitesse. Le meilleur moyen de ne pas mourir sur la route, c'est de ne pas prendre la route. Quand vous ne bougez pas, vous n'avez aucune chance de mourir, en tout cas à cause de la vitesse. Donc, il faut se déplacer dans la vie. Mais excusez-moi, vous savez comment on C'est une ça petite précision par rapport à ce que dit madame. C'est-à-dire pour ce qui est de la répression, on est en train de mener des actions de répression. On n'attend pas le permis à point pour mener des actions de répression. À titre indicatif, pour l'année 2015, on a procédé à un retrait de 219 117 permis de conduire. Écoutez, oui, c'est du chiffre. Mais c'est des actions qui sont menées, par la Sûreté nationale. Mais je vais vous expliquer un truc. C'est-à-dire par rapport à, lorsqu'on parle du permis à point, ce n'est pas le permis à point lui-même qui nous intéresse. C'est ce qu'il y a derrière le permis à point. Derrière le permis à point, il y a le fichier des permis de conduire, le fichier national des permis de conduire et le fichier national des infractions. C'est-à-dire on aspire à mettre en place un système automatisé de sanctions. On doit disposer de ces outils. On ne peut pas couvrir le territoire national avec des policiers, avec les radars de la gendarmerie ou de la Sûreté nationale. Il faut recourir à des moyens techniques. Il faut qu'il y ait un investissement en matière de moyens techniques pour couvrir des axes routiers. Et c'est-à-dire, il y a des pays où ils sont en train d'externaliser cette mission de contrôle routier, de contrôle radar. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que, c'est-à-dire le contrôle radar, la première cause, hein, par exemple, la France, ils ont externalisé la mission de contrôle S'il vous routier. plaît. On est en train d'insister sur la répression. Moi, je ne partage pas votre avis. Eh bien, écoutez, les résultats sont là. Je vais vous dire pourquoi. Vous venez de dire qu'on ne va pas mettre derrière tout conducteur un gendarme ou un policier. Vous avez entièrement raison. Et lorsqu'on est toujours en train de mener nos actions sur la répression, alors que la répression, normalement, elle devrait intervenir en aval. Il faut mener des actions en amont. Et l'amont, c'est quoi? C'est l'éducation et la formation. C'est les deux maillons forts pour réduire les accidents de la route. L'intervention, pardon, excusez-moi, je vais donner une explication. C'est vrai que l'action, elle est lente. Pourquoi nous, on pense toujours à la répression chaque fois qu'il y a un problème? Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Le transport, les poids lourds sont beaucoup intervenus dans les accidents de la route. Donc, la raison pour laquelle il faut réunir tout le monde et dire il faut de la répression, il faut les solutions rapides. Et les solutions rapides n'ont pas donné de résultats. Ils n'ont pas donné de résultats, il ne faut pas se leurrer. On est toujours dans le seuil des 35 000 accidents, on est toujours dans le seuil des 4 500 accidents tués par an. Donc le problème, moi je vais parler du cas du CNAPEC avec conviction, c'est que la formation va jouer un rôle très important dans la réduction des accidents de la route. Quand on parle de formation, on parle auto-école. Et quand on parle auto-école, on va parler service privé. Et nous, en tant que CNAPEC, on est service public. Comment allons-nous pousser l'auto-école à former son candidat? Nous avons plus de 7 000 auto-écoles, 7 800 auto-écoles, 6 800 auto-écoles. Et nous avons uniquement 380 inspecteurs des permis de conduire. Ces inspecteurs des permis de conduire ont pour mission de contrôler ces auto-écoles. Mais 388 inspecteurs vont-ils contrôler les 6700 auto-écoles avec toutes les missions qu'ils ont? La mission d'examen, la mission de commission de retrait, membres de commission de retrait, membres de commission d'ouverture des établissements. Et
dans un futur très proche, la mission d'examen pour les futurs, le brevet professionnel. Donc dites-moi, avec 388 inspecteurs des permis de conduire, est-ce qu'on peut régler ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens toujours au système multimédia, c'est le système d'examen en salle. Quand on met en place un système d'examen en salle, et c'est la machine qui fait ce travail, c'est un système informatisé, où il y a une panoplie de questions qui peut arriver jusqu'à 20 000 questions. Dites-moi, est-ce que le moniteur et est-ce que le candidat va apprendre les questions que actuellement ils sont à portée de ses mains? Nous avons un nombre d'examens, un nombre de tests qui ne dépassera pas les 25 tests. Et dites-moi, les candidats, ils ont appris les tests, les auto-écoles ont appris les tests, ils sont en train de former le candidat pour réussir l'examen et non pas pour devenir un bon conducteur. Et donc, avec la mise en place du système multimédia, nous allons imposer une meilleure formation par les auto-écoles. Comment? Dites-moi quand. Pas quand. Le problème n'est pas de quand. En attendant, le problème, c'est le moyen de mettre en place. 12 morts par jour. Il faut mettre en place. Écoutez, nous sommes en train de parler de politique d'austérité. Nous sommes en train de parler de politique d'austérité. Et la mise en place du système multimédia nécessite un budget pour le mettre en place. Mais croyez-moi, le budget qui sera alloué pour la mise en place de ce système, il va rendre service à l'austérité. Il va à la politique d'austérité. Parce que quand on met le paquet sur le système d'examen, on va réduire les accidents, du moins pour les conducteurs novices, qui sont impliqués à de 56,54% dans les accidents de la route. Pour un jeune, psychologiquement parlant, le problème ne se pose pas uniquement dans le volet formation. Il y a aussi le goût du risque qu'on ne trouve pas chez un homme de 30 ans, par exemple. Oui. C'est pas le non, un côté psychologique, un côté comportemental. Le goût du risque, le goût du risque, il est partagé par tous les jeunes du monde. C'est tout le monde qui a ce goût du risque. Mais il faut freiner ce goût. Comment ce goût? Avec la formation. C'est par la formation. Quand je parle de formation, je ne parle pas de connaître le code de la route, mais de comprendre le code de la route. C'est l'aspect sécurité routière. Il faut développer l'aspect sécurité routière dans le système de formation. Là, je crois qu'on fait des plans, mais là, l'urgence est là. Moi, je suis désolée. On est sur le terrain. On a toujours travaillé dans l'urgence, on n'a pas eu de résultats. On a toujours travaillé dans l'urgence. La sensibilisation et la vous avez parlé de formation, vous avez une chose, vous avez raison, quand on éduque les enfants, etc., c'est une plus-value que nous verrons seulement dans une quinzaine d'années dans le meilleur des cas. Entre maintenant et dans 15 ans, il faudrait qu'on agisse. Vous parlez de formation professionnelle, de formation d'une manière continue, je suis tout à fait d'accord. De la même façon qu'on doit former d'une manière continue un médecin pour être à jour, on doit former un professionnel de la route. Remarquez que, à chaque fois qu'on entend ces chiffres, vous allez, je parle sous votre contrôle, dans un cas sur deux, il y a un professionnel de la route qui est engagé, c'est-à-dire un conducteur de semi-remorque ou un conducteur de transport de personnel ou un conducteur de poids lourd, qui est censé être un professionnel de la route. Qu'est-ce qu'il a de professionnel alors qu'il a entre les mains, pour certains, jusqu'à 50 vies, la responsabilité de 50 vies. Je suis désolée, quand on les voit sur la route, et c'est ça la force de l'image des radars que vous devez mettre en avant, tous ces poids lourds sont sur la gauche, vous trouvez ça normal? Je suis désolée, quand je dis que nous sommes tous responsables, quand vous êtes rien que conducteur, que vous êtes témoin de cela, vous êtes donc, vous trouvez ça normal, vous ne le dénoncez pas, c'est déjà une action citoyenne vers laquelle nous devons tous aller. Il y a des pays où, je citais la Suisse, où la délation est quelque chose qui est institutionnalisé. Il y a des cantons où il y a 0 accident et il y a 0 force de l'ordre parce que tout le monde surveille tout le monde en termes de conduite. Maintenant, on va parler de communication moderne. Je sais que la gendarmerie nationale a utilisé, en tout cas a lancé 2 enquêtes sur des témoignages de fous du volant sur l'autoroute Est-Ouest. Vous l'avez dit, il y avait une enquête qui a été menée et les personnes ont été retrouvées, verbalisées et donc subissent des peines maintenant, comme le dit la loi. Quand on est un passager, que l'on est sur la route, que l'on constate une infraction, on a quasiment tous des smartphones, on est tout le temps là à faire des selfies, on peut bien montrer une infraction, parce que c'est ça la force de l'image, c'était ça la force de l'émission Chop et Murphy dans les années 80, c'était
prendre sur le vif des infractions, ensuite mettre la personne devant la réalité. Voici les images, tout comme vous le faites avec vos radars et les radars mobiles et les images que vous montrez. Et vous arrivez avec des cas où le conducteur... Est-ce que la loi le permet? Non, Est-ce que la loi le permet? Non, la loi ne le permet pas, mais on est en train de donner des solutions. La loi permet, c'est quand même les forces de l'ordre qui peuvent s'autosaisir. Non, je parle des particuliers. Les particuliers, j'espère s'il vous plaît, ne prenez pas de photos quand vous êtes au volant. Ça, c'est surtout pas. Ne filmez pas quand vous êtes au volant. J'ai bien dit, je parle des passagers. Bien sûr. À partir du moment où vous vous présentez à la gendarmerie ou à la police en disant voilà, j'ai été témoin, c'est quand même important d'avoir un témoin qui vous apporte en plus des images et qui va jusqu'au bout de sa démarche citoyenne, qui est celle de citoyen, qui est celle de témoigner, pardon. Je veux dire que là, on a contribuer à faire en sorte de dénoncer les tueurs de la route. Ce ne sont pas des tueurs, ce sont des multirécidivistes jusqu'au moment où ça devient des tueurs. Et là, c'est déjà trop tard. Donc je pense que maintenant, il faut agir vraiment. Vous savez que la grande majorité des accidents de la route sont dus à des personnes qui soit sont des professionnels de la route, soit des personnes en déplacement dans leur véhicule de service, soit des personnes qui se déplacent dans leur propre véhicule pour des raisons professionnelles. Donc, c'est la plupart du temps dans la journée. Il faut engager maintenant les entreprises à avoir une tolérance zéro, et ça c'est possible. Tolérance zéro et accident zéro en entreprise. Lorsque vous venez signer votre contrat, que vous avez votre poste de chauffeur et qu'on vous dit pas d'effraction, pas d'infraction. Alors, pour parler un peu techniquement, installer des limitateurs de vitesse? Non, pas seulement. Pour les transports en commun, qu'on a le route? Oui. Non, je suis désolée, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée parce que jusqu'à présent, quand une voiture de service est flashée, c'est le matricule qui est mis en avant, pas le conducteur. Et c'est l'entreprise qui paye les contraventions. C'est pas normal. Il est temps maintenant que les entreprises s'engagent à avoir une attitude citoyenne là aussi, de sécurité routière, et donc de ne pas se faire, parce qu'on se fait le complice. Lorsqu'on paie la contravention, on blanchit son chauffeur qui devient un multirécidiviste. On est quand même complice de cette catastrophe. Les entreprises peuvent travailler à la tolérance zéro et aux accidents zéro dans leur contrat et dans leur règlement intérieur. C'est jouable. Dans ce domaine-là, on opte pour plus de contrôle des professionnels de la route. Tout ce qui est chauffeur, certainement de poids lourds ou de transport en commun. Donc le projet, je pense qu'il est dans sa phase finale pour concrétiser, pour avoir les chronotachygraphes. Donc, oui, bien sûr. Donc, ça sera un plus pour le contrôle des professionnels de la route. En même temps, on opte pour la conjugaison des efforts de tout le monde afin de préserver les vies humaines. Donc, il n'y a pas que le volet répression, mais beaucoup plus, on opte pour attaquer la conscience ou le cerveau des conducteurs. Donc, il faut la conjugaison des efforts de tous les intervenants en matière de prévention routière. Il faut que nos actions ne soient pas des actions conjoncturelles, mais nos actions doivent avoir un aspect structurel et organisationnel. Donc, comme il a dit mon collègue de la DGSN, donc beaucoup plus c'est pour une stratégie nationale de prévention routière qui incombe la responsabilité de tout le monde et non pas un secteur. Juste une question. Est-ce que le retrait de permis, c'est considéré comme une action répressive? Non, c'est... Non, moi je considère que oui. C'est une action. Voilà, quand on fait un retrait de permis. C'est à l'instar de... J'en viens aux chiffres de la gendarmerie nationale. Vous savez qu'on a plus de chances de mourir, alors qu'il y a plus d'accidents à Alger, on a plus de chances de mourir dans une petite wilaya comme Tipaza qu'à Alger, proportionnellement. Et pourtant, sur ces 2 dernières années, les chiffres sont probants sur Tipaza. Il y a un tronçon Alger-Tipaza, dès qu'on sort d'Alger, qu'on rentre dans la ville de Tipaza, il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas 2 accidents. La gendarmerie s'est installée là-bas. Il y a eu des radars, il y a eu des barrages, enfin pas des barrages, en tout cas, vous êtes tout de suite appréhendés avant de rentrer à Tipaza. Le résultat, c'est qu'il y a une baisse sensible des accidents sur ce tronçon. Alors que vous avez prouvé que ça fonctionne. Bien sûr, c'est à l'instar de l'exécution de... C'est pas de la répression qui s'est traduite par... Donc, non, mais ça conduit à des résultats, la répression. Non, ça marche parce que quand je passe et que je vois ça,
ça touche, comme vous avez dit, le cerveau et la conscience. Des résultats, et je suis en train de s'arrêter les services de sécurité, c'est trop. Le problème qui se pose, c'est que nous ne pourrons pas couvrir l'ensemble du réseau routier. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est des équipes des équipes radar qui se déplacent, etc., pour mener leurs actions, mais on ne peut pas être partout. Voilà. La raison pour laquelle, c'est-à-dire on milite, c'est-à-dire pour la mise en place de radars fixes sur des tronçons, notamment sur les tronçons qui ont, bien sûr, bien évidemment. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez fait 219 000, un peu plus de 219 000 permis. Oui. Alors c'est très bien. C'est plus simple dans parce que vous travaillez intramuros, la police à l'intérieur des villes. Oui. On parle de points noirs plus facilement quand on est sur un réseau autoroutier qu'avec. Bien sûr. Le nombre d'accidents dus à des excès de vitesse, à des conduites dangereuses en état d'ivresse. Oui. On sait exactement à quelle heure ça commence et on sait exactement où il faut se positionner pour appréhender les personnes qui vont prendre leur volant en état d'ébriété. Sur ces 219 000 retraite permis, combien ont été faits dans ce cas précis? Écoutez, pour ce qui est de l'infraction liée à la conduite en état d'ivresse, elle est sous-représentée au niveau des statistiques des accidents de la circulation. C'est-à-dire c'est infime, parce que la première cause c'est l'excès de vitesse, suivi par les manœuvres dangereuses. Et il y a une particularité au niveau des zones urbaines, parce que lorsqu'on parle d'accident de la circulation routière, on a toujours que c'est une collision, etc., entre deux véhicules. Non, c'est souvent les piétons qui payent. Au niveau des zones urbaines, c'est 50% des victimes sont des piétons. Et 50 victimes aussi, des personnes impliquées dans les accidents, c'est-à-dire de l'inobservation des règles régissant la circulation des piétons. Qu'ont lieu ces accidents, c'est-à-dire la traversée des chaussées, lorsqu'il y a une passerelle, on n'emprunte pas la passerelle, etc. Là, c'est-à-dire il y a l'éducation, il y a, c'est-à-dire la sensibilisation qui doit rentrer en jeu parce qu'on n'a pas un autre moyen de dissuasion et de répression. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va faire un tour de table. Je commencerai avec vous, Madame Baïch, représentante de la société civile. Il faut être honnête, on ne peut pas chacun travailler de notre côté. Aujourd'hui, on l'a bien montré, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut, comme vous l'aviez dit, un travail transversal. Je crois qu'il faut une politique très courageuse, parce qu'une politique qui tend aux accidents zéro, à la tolérance zéro pour les accidents et le terrorisme routier, parce qu'on utilise ce terme très très souvent, eh bien c'est une politique qui est très très peu populaire. C'est clair que lorsqu'on veut réduire les accidents de la route, on doit y mettre une main de fer dans un gant de velours, mais quand même une main de fer. Et donc il faut une volonté politique extrêmement forte et l'engagement d'absolument tous les services. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis sûr que cette opération pour l'année 2016 bis pour l'année de prévention routière montrera encore une fois que lorsqu'on est tous ensemble. Ahmed Houssine, commissaire. Je rejoins ce qu'a dit ma collègue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chef de file dans le domaine de la sécurité routière, qu'il y ait une responsabilisation d'une structure par rapport à cette politique, pour qu'il n'y ait pas de dilution de responsabilité. Il faut qu'on ait un interlocuteur en matière de sécurité routière identifié et reconnu par tout le monde. Donc on lance un message pour les usagers de la route afin d'observer les règles élémentaires de la conduite et de respecter davantage le code de la route afin de préserver leur vie et la vie des autres. La gendarmerie nationale travaille pour tous les citoyens algériens dans le domaine de la prévention routière, sécurité routière ou sécurité publique. On est là pour répondre à tous leurs appels via le numéro vert 1055 qui a contribué beaucoup pour alerter, aviser et déclarer les accidents de la route afin d'intervenir en temps réel en faveur de tous les citoyens. Madame Benedil Yazid. Oui, je reste convaincue que pour réduire les accidents de la route, il faut
axer nos actions sur l'éducation et la formation. Et aussi, il faut réduire l'intervention au maximum, l'intervention de l'homme et le remplacer par la machine. C'est la seule solution pour réduire les accidents de la route. Madame Benedir Yazid Daïla, directrice générale du Centre national des permis de conduire, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, colonel Abdelhamid Keroub, chef de service communication de la gendarmerie nationale. Merci à vous également, monsieur Ahmed Neit Hussein, commissaire divisionnaire chargé de la prévention routière au niveau de la DGSN. Et merci à vous également, madame Lila Malia Bahidj, femme de radio et membre de l'association Tariq As-Salama. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre de nouveau cette émission à travers sa rediffusion. Ça sera demain à partir de 11h, sinon sur le site de la télévision nationale, le ptv.bz. Merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.